soyez les bienvenus sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Pour commencer cette édition, nous reviendrons sur le festival Le Temps Presse qui a levé son palmarès. Nous irons au Fairmont Hotel pour assister au dernier événement de la Jeune Chambre économique de Monaco. Nous découvrirons la soirée Win & Business, un club qui rassemble différents dirigeants d'entreprises. Et pour terminer, coup de projecteur sur le dernier numéro du Monaco Monsieur consacré aux fêtes de fin d'année. Mais avant de développer ces titres, un communiqué du Palais Princier qui nous est parvenu ce mercredi matin. Le souverain tenu étroitement informé de l'état de santé qui demeure stationnaire du ministre d'État Michel Roger forme des vœux fervents à son intention et assure de son soutien dans l'épreuve de la maladie. En raison de cet empêchement, le prince Albert II a décidé de confier l'intérim des fonctions du ministre d'État à Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. Le souverain a notamment porté son choix sur Gilles Tonelli en raison de son expérience dans l'exercice de hautes fonctions. Pendant la durée de cet intérim, le conseiller de gouvernement conserve la charge de son département. Allez, allez, on y va. Allez, c'est parti. Les petits cartons, c'est bon. Bon, les cartons, levez les petits cartons. Levez les petits cartons. Voilà, c'est bon. À l'approche de Noël, des cadeaux ont été distribués avant l'heure. Tout d'abord, c'est au Palais Princier que les enfants entre 5 et 12 ans se sont retrouvés devant un spectacle. La tradition a été respectée à la lettre avec la fameuse remise de friandises et de jouets. La crèche de la Croix-Rouge de Monaco à Fontvieille organisait également son arbre de Noël ce mercredi avec sa traditionnelle remise de cadeaux. Vous le voyez à l'image, le couple princier était présent pour partager un moment festif avec les enfants. Le souverain et la princesse Charlène se sont ensuite rendus au siège de la Croix-Rouge monégasque. D'un arbre de Noël à un autre, les enfants du personnel du musée océanographique s'étaient réunis devant la traditionnelle plongée du Père Noël dans les aquariums. Un spectacle exceptionnel pour petits et grands avant la grande distribution de cadeaux. Et la période de Noël, c'est aussi l'occasion pour le festival Le Temps Presse de lever le voile sur son palmarès pour la toute première fois en principauté. L'événement s'est déroulé au Grimaldi Forum où se trouvait Sandrine Nègre. Un reportage sur des images d'Olivier Bonello. Il existe depuis 2011 et poursuit plusieurs missions. Le festival Le Temps Presse, fondé par Marc Oberon, soutient de nouveaux talents du 7e art tout en sensibilisant le public à des enjeux planétaires tels que la lutte contre la pauvreté, le droit à l'éducation, l'égalité homme-femme ou encore l'écologie. En bref, les objectifs du millénaire pour le développement lancés par l'ONU. C'était trop beau pour ne pas que Monaco, qui était sollicité, prenne le coche et puis soutienne le festival d'une manière d'ailleurs modérée, mais qui suffit à le faire vivre, plus d'autres mécènes bien évidemment et sponsors, et à permettre que chaque année, 8 prix, 6 prix, ça dépend des années, soient décernés à des jeunes réalisateurs prometteurs qui œuvrent à une vision du monde différente, plus solidaire, plus visionnaire, en tout cas plus engagée et plus impliquée. Et pour la toute première fois, le palmarès de ce festival a été dévoilé en principauté. 6 prix ont été attribués, dont 2 liés à la jeunesse. Grâce à la DCI, plus de 2000 enfants de Monaco à Madagascar, en passant entre autres par le Burundi, ont pu visionner les courts-métrages en compétition pour le prix des enfants. Et c'est celui consacré à Sidiki, charretier de Koya, qui décroche le trophée. À ses côtés, la jeune Aïssatou, assaillie par les tâches ménagères, ne peut plus se rendre à l'école. Sachez que les élèves de Monaco avaient tout particulièrement apprécié Paradise. Éducation toujours, le prix des étudiants a sacré lui aussi un court-métrage lié à l'enseignement, As It Used to Be. En 2037, un professeur habitué à dispenser ses cours via webcam voit arriver pour la première fois des élèves dans sa classe. Les courts-métrages étaient vraiment intéressants. On était en période d'examen, donc au début on pensait un peu que ça allait être une contrainte, mais au final c'était vraiment intéressant, on a tous passé un bon moment et on est tous ressortis. Alors, on a passé 2 heures à penser à autre chose que les examens et c'était vraiment bien. Mais oui, ils ont tous leur message, tous leur façon de le véhiculer
Et c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Heure de visionnage également pour le jury climat, composé exclusivement d'astronautes de renom, tous habitués bien sûr à voir notre planète d'un autre angle. Ils ont choisi d'attribuer le trophée à Loïc Fontem pour Le secret des glaces, un court-métrage très pédagogique sur les liens qui unissent les glaces et l'histoire de notre monde. Le prix Fifel est quant à lui attribué à Kushido Meryu, un constat sur le Japon d'aujourd'hui. C'est toujours un peu difficile, mais enfin bon, il y a des choses qui nous parlent plus, peut-être par rapport à notre historique personnel, mais difficile. Non, ça m'est venu assez rapidement, je pense. Non, ça a été. Mais je suis quelqu'un de très instinctif et c'est comme ça que j'ai choisi. Après le prix climat, place à celui du cinéma décerné à Passo Duomo, la descente aux enfers d'un Italien à Gênes, sans travail et sans ressources financières. Le jury était d'ailleurs composé cette année entre autres de Leila Conners et de Yann Kounen. Leila qui a d'ailleurs en direct de Los Angeles transmis le relais de la présidence de ce festival au réalisateur français pour la prochaine édition. Au bout du compte, le temps presse, c'est aider les cinéastes qui font ça. Nous au départ, on a été des cinéastes qui ont fait des films sur des sujets et aujourd'hui, c'est devenu une tribune pour des cinéastes et pour leurs films et pour les aider et pour que ces films soient diffusés. Et ces films, c'est à l'intérieur de ces films, il y a des idées, des pensées, des gens, des actions. Et on sait que les films, ça change pas le monde, mais ça change des fois son monde. On voit un film et on va être touché par quelque chose et on va peut-être changer quelque chose dans sa façon de faire ou de regarder un phénomène ou de regarder une histoire. Pour le prix des femmes, un jury prestigieux également. Il comptait des femmes engagées dans différents domaines, à l'image de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Le prix a été remis non pas à une, mais à 2 femmes pour leur réalisation, Madres Libres. Une jeune fille se retrouve en Espagne au cœur de manifestations liées à l'avortement. C'est un film qu'on a mis du temps à faire, qu'on a donné toute notre énergie, beaucoup de temps, beaucoup. Et du coup, on vient de le terminé il y a un petit mois, donc ça fait plaisir cette sélection et ce tout frais, tout nouveau, c'est sympathique. Le jury était composé uniquement forcément de femmes, un jury prestigieux avec la princesse Stéphanie, avec Rachida Brakni, Isabelle Giordano. Ça aussi, ça vous fait chaud au cœur? Forcément, ça reste des femmes qui ont réussi en tant que femmes dans des métiers souvent d'hommes. Et oui, c'est des femmes engagées aussi qui sont des modèles pour d'autres femmes. Exactement. Donc très fière qu'elles aient voté. Je ne sais pas qui a voté pour nous, mais très fière qu'en tout cas on ait ce prix et qu'elles aient apprécié en tout cas le message qu'on voulait faire passer et le discours qu'on voulait porter. Voilà. C'est vrai que les thèmes traités ce soir par les courts-métrages qui sont présentés sont liés à l'humanité, à la lutte contre la pauvreté, au développement durable. Vous, on sait bien sûr que vous parcourez le monde, vous rencontrez énormément de gens, vous avez traversé beaucoup de pays. Est-ce que justement ce sont des thématiques qui vous touchent ? Je suis confronté régulièrement à ce genre de problème, même si j'ai quand même l'impression, moi depuis, ça fait quand même 30 ou 40 ans que je parcours le monde et je trouve que c'est plutôt en train de s'arranger. Il y a les pays en guerre où là ça devient de plus en plus difficile et là c'est vraiment un problème criant. Mais en même temps j'ai l'impression quand même que les gens vivent moins mal qu'avant dans pas mal de pays. 2 temps forts ont aussi été présentés au cours de cette soirée. L'adaptation à l'écran de l'histoire de Sareh Baffé, issue de l'opération Au cœur des mots, initiée par Hilde Hannes Hey, et e-movie, le web au service des artisans du cinéma. Et sachez qu'il sera question également de ce festival dès ce vendredi. Sandrine Nègre recevra comme invité du week-end Marc Auberon. Environnement, tout de suite, après 5 ans de négociations, la principauté est parvenue à faire reconnaître la vulnérabilité des grands prédateurs marins auprès de la résolution des Nations Unies sur les océans et le droit de la mer. Elle concerne bien évidemment plusieurs espèces menacées. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet le professeur Frédéric Briand. Il est directeur du CIESM et envoyé spécial du souverain pour la biodiversité marine. C'est une grande victoire. La Monaco a été saluée par plusieurs médias de la planète à ce sujet. C'est d'avoir réussi à obtenir un texte significatif en dépit de l'opposition première. Donc pour ça, il a fallu convaincre sur la base d'arguments scientifiques majeurs. Ce texte que nous avons arraché à l'issue
avant minuit, le dernier jour des négociations, et je dois dire aussi que la victoire était d'autant plus savoureuse que c'est le seul nouveau texte qui a été adopté cette année sur les océans aux Nations Unies, le nôtre. Il y a d'autres textes qui étaient proposés, par exemple sur le trafic illégal des espèces en mer. Tout ça, ça a été rejeté par un pays ou par d'autres. Parce que quand vous avez besoin d'un consensus, il suffit qu'un seul pays dise niet, ou plutôt no, et c'est non. Et on doit retirer le texte. Ces animaux n'ont aucun cadre législatif international. Il n'y a aucun instrument juridique qui protégeait jusqu'ici ces animaux. C'est fou. Donc la chasse de 15 espèces de baleines est soi-disant régulée, malgré le fait que le Japon trouve le moyen de contourner cela. Mais les grands oiseaux de mer, les phoques, les tortues marines n'ont aucune protection. Et ça, c'est le premier texte qui va les protéger. Et c'est un texte contraignant au niveau mondial. Et donc, c'est une très grande victoire acquise par un petit pays. Et c'est formidable. Donc, il faut s'en réjouir. Et ces propos étaient recueillis par Émilie Rousseau. Au chapitre économie, je vous propose à présent de regagner le Fairmont Hotel où la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé un événement ouvert à tous. Les détails dans ce reportage. Permettre à des startups innovantes de rencontrer et convaincre des investisseurs afin de lever des fonds, voici l'objectif de Get in the Ring. Ce concours sous forme de Jeux Olympiques est ouvert à tous. Comme lors d'un combat de boxe, deux entrepreneurs s'affrontent sur un ring. L'objectif du Get in the Ring, c'est de lever des fonds. Donc c'est 8 startups qui vont s'affronter 2 par 2 sur le ring face à des investisseurs. Le but, c'est qu'elles montrent de quoi elles sont capables pour essayer de susciter l'interrogation et l'attrait des investisseurs, des business angels qui vont peut-être demain investir dans leur compagnie, dans leur société. On remplace les coups de poing par des pitchs, par des discussions, par des arguments à l'oral. Donc c'est extrêmement sain et en même temps, ça prouve la capacité qu'ont ces chefs d'entreprise à réagir, à pouvoir s'exprimer devant un jury avec le stress, avec la tension. Ça résume un peu tout un parcours entrepreneurial qui est un parcours fait d'inconnus, fait de stress, fait de peur parfois qu'on sait surmonter. Plus de 60 pays ont déjà organisé cet événement. La Jeune Chambre économique de Monaco a su s'emparer du phénomène pour la 2e année consécutive en principauté. L'année dernière, avec Cédric Cavassino, notre président en 2014, qui a trouvé le concept aux Pays-Bas et qui a décidé de l'importer à Monaco. Ça a très bien fonctionné et on a décidé de le réitérer cette année et vraisemblablement l'année prochaine. Le champion de Monaco sélectionné pour la finale d'Europe du Sud de cette compétition aura pour objectif la finale mondiale 2016 afin d'espérer lever plus d'1 million d'euros. Et nous restons dans le domaine de l'économie avec Wine and Business. Ce club fondé en 1991 rassemble de nombreux dirigeants d'entreprises et professions libérales autour d'une triple thématique, économie, gastronomie et vin. Un reportage de Christina Thomel. Fort de son succès, le Wine and Business Club compte aujourd'hui 13 clubs en France et en Europe, dont un à Monte-Carlo. Un événement qui a lieu plusieurs fois par an et qui s'articule autour du vin et de la gastronomie tout en permettant aux invités de débattre sur des sujets sérieux. Allier le plaisir et le travail, telle est la devise de ce club très prisé par les grands noms du monde de l'industrie, de la communication, de l'économie ou encore de la politique. Une soirée qui s'est tenue à l'Hôtel Hermitage en présence de 2 invités d'honneur, l'ancienne ministre française de la francophonie Yasmina Benguigui et l'ancien ministre français qui a notamment œuvré en tant que garde des Sceaux et au ministère des Transports Dominique Perben. Nous l'avons rencontré quelques heures avant l'événement. Je connais bien les clubs Wine and Business Club qui ont pour moi l'avantage d'être à la fois des clubs où on travaille, où on réfléchit, on échange des idées, mais en même temps où on profite des bonnes choses et en particulier du bon vin et de la bonne gastronomie. Je suis aujourd'hui avocat, j'ai laissé la politique en tant qu'engagement électoral pour ce qui me concerne et donc je travaille, je vais l'évoquer sans doute ce soir devant le club, beaucoup sur des médiations, des arbitrages, c'est-à-dire essayer de régler les conflits entre entreprises d'une manière la plus consensuelle possible. On va parler de ça, c'est-à-dire le règlement des conflits, autrement que par la voie judiciaire. Et puis j'imagine que, compte tenu de mon passé de ministre de la Justice,
J'aurai sûrement des questions sur la lutte contre le terrorisme, le rôle de la justice, le rôle de la police, etc. Enfin, tous ces sujets qui préoccupent à juste titre les Français et sur lesquels j'ai évidemment eu l'occasion beaucoup de réfléchir. Plus de 2500 membres composent aujourd'hui le Wine and Business Club, un succès qui s'explique par l'originalité du concept, un concept qui repose sur l'institution de passerelles informelles entre différents milieux influents qui composent notre société actuelle. Et vous l'avez vu dans ce reportage, l'ancienne ministre française de la francophonie, Yasmina Benguigui, était également à l'invité d'honneur de cette soirée. L'occasion pour la ministre d'échanger sur la défense des droits des femmes. Christine Datomel l'a rencontrée, elle nous livre ses projets et nous parle de son engagement. Actuellement, je fais deux choses en parallèle mais qui se rejoignent complètement. Je prépare le Forum mondial des femmes francophones avec comme objectif la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans pour les filles dans l'espace francophone, ce qui n'est pas une réalité actuellement. Donc ça, c'est un vrai combat et ce forum aura lieu le 1er mars à Brazzaville et ce midi avec Madame Falco, qui est la secrétaire générale de la fondation de la princesse Charlène de Monaco. Nous avons abordé l'éventualité de la présence de la fondation de la princesse qui œuvre aussi pour le sport et la natation pour les enfants. Mais cette question de la natation pour les filles dans le monde francophone et plus précisément l'Afrique et le Maghreb, c'est une très grande question pour nous, puisque les petites filles n'apprennent pas à nager, que c'est aussi une grande partie de l'émancipation des filles, que d'avoir le droit d'apprendre à nager. Donc voilà, ça fait partie de toute cette question. Et je suis aussi la vice-présidente de la Fondation Énergie Afrique, aux côtés de Jean-Louis Borloo. Donc nous œuvrons à ce que cette agence soit un plaidoyer pour la création d'un outil africain pour l'électrification de l'Afrique, parce que c'est d'une injustice aussi terrible. L'Afrique est dans le noir, il y a très peu de pays qui ont la lumière, à part l'Algérie qui est électrifiée à 99%. La plupart des pays africains n'ont pas l'électricité ou ont une certaine ville électrifiée et qu'on ne peut pas parler d'évolution, d'émancipation et surtout encore une fois pour les femmes sans énergie. Et pour terminer, coup de projecteur sur le dernier numéro de Monaco Monsieur, un numéro, vous vous en doutez, consacré aux fêtes de fin d'année. Émilie Rousseau a assisté à son lancement. C'est le premier magazine masculin de référence en principauté. Monaco Monsieur donne rendez-vous à ses lecteurs 3 fois par an. Son directeur de la publication, Maurice Cohen, vient de lancer le dernier numéro de 2015, un hors-série de fin d'année qui regroupe de nombreuses idées cadeaux, mais pas seulement. C'est le numéro hors-série de fin d'année où on trouve à l'intérieur de ce numéro beaucoup de belles choses pour les fêtes, avec bien entendu, comme d'habitude, les portraits de gens exceptionnels qui font Monaco au quotidien et qui font Monaco et l'image de Monaco. Donc on retrouve à l'intérieur des portraits de M. Franck, qui est un grand sommelier de l'Hôtel de Paris. On retrouve Amadeo Turello, qui est un grand photographe, et bien d'autres comme ça. En parcourant le magazine, on peut découvrir ainsi un peu ce que Monaco est le côté festif de la principauté. Joël Robuchon est également à l'honneur, tout comme la destination Hawaï, synonyme de détente, d'évasion et de douceur. Pour fêter le lancement de ce numéro, Maurice Cohen avait invité l'ensemble de ses lecteurs et de ses partenaires à une soirée au Métropole Shopping Center. Je suis très heureux, avec Denise Eguerus, d'avoir organisé cette petite manifestation qui réunit pas mal de nos abonnés et puis également des clients de sa boutique. Donc pour moi, c'est une bonne chose et c'est surtout d'être associé à Society est une belle image pour Monaco Monsieur. Et Monaco Monsieur compte déjà 750 abonnés en principauté. Ce dernier numéro est également disponible en kiosque.
Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Jeudi, prolongement d'un temps agréable avec des températures qui iront de 10 à 16 degrés. Vendredi, quelques nuages au programme et une maximale de 15 degrés. Samedi, temps sec et assez ensoleillé avec un thermomètre très agréable. Et enfin dimanche, un ciel bleu au programme, quelques nuages discrets et des températures allant de 11 à 16 degrés. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.